Un événement inattendu secoue les montagnes du Burkina Faso près de l'ancien volcan de Sangandi et l'écho remonte jusqu'aux rues d'Ouagadougou. Des ingénieurs locaux, épaulés par des géologues chinois, repèrent d'étranges signaux dans la roche. Puis l'imagerie satellite renverse le scepticisme en dessinant une masse cristalline souterraine, étendue et continue sur plusieurs kilomètres. Dans un bureau discret, Ibrahim Traoré écoute sans triomphe, car il voit déjà l'autre face. L'argent peut bâtir l'avenir, mais aussi corrompre, diviser et attirer des offres pressées. Ici, le diamant n'est pas une fête, c'est un test de responsabilité nationale. Cette histoire ne promet pas seulement un choc minier spectaculaire, elle promet surtout une lecture claire des risques avant les bénéfices. L'enjeu est simple pour le public. Comprendre comment une découverte présentée comme historique peut, selon les choix politiques, soit ouvrir un cycle de développement durable, soit répéter une malédiction bien connue des économies extractives. À ce stade, Ibrahim Traoré n'est pas encore un héros ni un obstacle, mais le point de passage obligé entre richesse brute et valeur collective. Ce qui se joue dépasse la géologie. Il s'agit de souveraineté, de gouvernance et de crédibilité internationale. Le spectateur gagne ici une clé de lecture. Suivre les décisions plutôt que les promesses et mesurer comment chaque option redistribue le pouvoir, l'argent et les attentes sociales dans un pays longtemps fragilisé. On retient que plus de 10 km² de sous-sol cristallin ont été identifiés et certaines estimations évoquent jusqu'à 3 milliards de carats de diamants bruts. En quelques jours, ces chiffres ont déplacé le Burkina Faso d'une périphérie minière vers le centre des projections internationales. La mini-révélation ne tient pas seulement à l'ampleur géologique, mais à la vitesse de confirmation. Des échos anormaux dans la roche, d'abord jugés incertains, ont été recoupés par l'imagerie satellite, puis par des forages exploratoires préliminaires. Ce faisceau d'indices a mis fin au doute et déclenché une onde de réaction simultanée. Radios interrompant leur programme, marchés figés, analystes étrangers recalculant leurs modèles. À Ouagadougou, le silence initial a pesé autant que l'annonce elle-même. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'équilibre plutôt que comme un acteur exalté. Il hérite d'un pays marqué par la pauvreté structurelle, les tensions sécuritaires et une longue histoire d'extraction dont les bénéfices ont souvent échappé aux populations locales. La découverte intervient donc sur un terrain déjà chargé de méfiance, où chaque promesse de richesse rappelle aussi le précédent de la malédiction des ressources. Les premières projections gouvernementales évoquent un scénario spectaculaire. Une exploitation structurée pourrait multiplier le produit intérieur brut par 10 en moins de 5 ans. D'autres études avancent la création potentielle de 50 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects, à condition que la gouvernance soit rigoureuse. Mais ces chiffres sont aussitôt accompagnés d'un contrepoint. Selon des données souvent citées par les institutions internationales, une grande part des revenus miniers africains est historiquement captée par des élites locales ou étrangères. Ce contraste explique pourquoi la découverte est immédiatement devenue un débat national. Elle n'est plus seulement un fait scientifique, mais un test politique et moral. Le pays se retrouve face à une question simple en apparence, mais lourde de conséquences. Comment transformer une abondance soudaine en trajectoire durable sans répéter les erreurs du passé? Dans les premiers jours qui suivent l'annonce, la découverte commence à produire des effets concrets bien avant toute extraction. À Ouagadougou, les réunions gouvernementales se multiplient, tandis que dans la région de Sangandi, la présence militaire se renforce discrètement pour sécuriser la zone. Ce déploiement n'a rien de spectaculaire, mais il signale que l'État comprend déjà la portée stratégique du site.
Ibrahim Traoré s'impose alors comme un personnage guide par sa retenue. Là où beaucoup attendaient un discours triomphal, il choisit le silence et l'observation. Dans son entourage, cette attitude est interprétée comme une volonté de gagner du temps, de mesurer les pressions à venir et d'éviter les engagements irréversibles. Cette posture influence rapidement le ton du débat public, qui bascule de l'euphorie vers la prudence. Sur le terrain, l'impact précoce se fait sentir dans la population. Les commerçants parlent d'un avenir possible, mais aussi d'une crainte diffuse de voir les terres confisquées ou les bénéfices s'évaporer. Les médias locaux, habituellement prudents, ouvrent leurs antennes à des voix contradictoires. Ingénieurs, enseignants, syndicalistes. Chacun tente de définir ce que cette richesse devrait signifier pour le pays. Un premier cas symbolique émerge lorsque des géologues burkinabés sont mis en avant dans les reportages, rappelant que la découverte n'est pas uniquement le fruit d'expertises étrangères. Ce détail, souvent relégué au second plan, nourrit un sentiment de fierté et d'appropriation nationale. Il renforce l'idée que la question n'est pas seulement économique, mais identitaire. À ce stade, l'impact reste surtout psychologique et politique. Pourtant, il fixe déjà un cadre. La découverte oblige le pays à se regarder autrement et à décider s'il veut être simple fournisseur de ressources ou acteur souverain de leur transformation. Tout commence par une phase d'activation rapide, presque invisible pour le grand public. Après les premières confirmations géologiques, les autorités burkinabées ordonnent une sécurisation discrète de la zone de Sangandi, sans annonce officielle ni démonstration de force. Cette retenue contraste avec l'intensité des échanges en coulisses où les rapports techniques les circulent déjà entre ministères, conseillers et partenaires scientifiques. En quelques jours, l'information quitte le cercle des experts pour atteindre les radios nationales, qui interrompent leur programme et donnent à la découverte une portée symbolique immédiate. La montée en tension survient lorsque les chiffres commencent à circuler. Les estimations évoquant une surface de plus de 10 km² et des milliards de carats attirent l'attention d'acteurs internationaux. Des entreprises minières étrangères prennent contact, proposant des schémas d'exploitation rapides et des avances financières. Dans le même temps, des institutions multilatérales et des économistes locaux appellent à la prudence, rappelant que la vitesse est souvent l'ennemi de l'équité. Ce décalage entre empressement extérieur et hésitation intérieure marque le premier point de friction. Ibrahim Traoré intervient alors par un geste plus que par un discours. Il réunit ses conseillers et annonce la création d'une commission spéciale non seulement technique mais aussi morale. Cette décision change la dynamique. La découverte cesse d'être perçue comme une simple opportunité économique et devient un enjeu de responsabilité collective. Sa déclaration, reprise dans tout le pays, insiste sur une idée simple. La richesse n'est pas une fin, mais une charge à assumer. Ce moment agit comme un signal de rupture avec les pratiques antérieures. La phase de climax s'installe lorsque les pressions se multiplient. Les offres d'investissement affluent, accompagnées de promesses d'emploi et de croissance accélérée. En parallèle, des voix critiques alertent sur le risque de conflits internes, de corruption et de dépendance accrue. Les médias internationaux commencent à spéculer sur une possible malédiction des ressources, tandis que des analystes africains évoquent, au contraire, une chance de réécrire le scénario. Le pays se retrouve ainsi au centre d'un débat global qui dépasse largement ses frontières. Les répliques de cette séquence se font sentir presque immédiatement. Dans les rues, des discussions s'engagent sur la souveraineté et la dignité nationale. Les syndicats expriment un optimisme mesuré, conditionné à la transparence des décisions. Les élites politiques, souvent divisées, montrent des signes de rapprochement autour d'une question commune.
Comment éviter que cette découverte ne reproduise les échecs du passé? La découverte agit alors comme un révélateur, exposant les lignes de fracture, mais aussi les possibilités d'unité. À la fin de cette séquence, rien n'est encore exploité, mais beaucoup a déjà changé. Le Burkina Faso n'est plus seulement dans l'attente d'un avenir hypothétique, il est engagé dans une série de choix irréversibles. La découverte a enclenché un mouvement où chaque décision prépare la suivante et où l'inaction elle-même devient une forme de décision. Avant la découverte, le secteur minier burkinabé contribuait de manière limitée et instable à l'économie nationale. Après les premières estimations, les projections changent d'échelle et déplacent le débat vers la capacité de gestion. Cette bascule chiffrée constitue le cœur des preuves avancées par les autorités et leurs interlocuteurs, car elle permet de comparer un état initial fragile à un potentiel inédit, sans encore présumer du résultat final. Le premier indicateur concerne l'ampleur physique du gisement. Les analyses satellitaires et les forages exploratoires évoquent une zone d'environ 10 km². Cette surface n'est pas un simple détail technique. Elle suggère une continuité géologique suffisante pour envisager une exploitation sur plusieurs décennies et non une extraction ponctuelle à rendement rapide. En d'autres termes, le temps devient un facteur stratégique invitant à planifier plutôt qu'à précipiter. Le deuxième chiffre, le plus commenté, porte sur le volume estimé de diamants bruts, pouvant atteindre 3 milliards de carats. Présenté isolément, ce nombre impressionne. Replacé dans le raisonnement économique, il sert surtout à mesurer l'écart entre richesse potentielle et richesse effectivement captée. Une telle quantité, si elle était exploitée sans cadre strict, pourrait saturer certaines filières, influencer les prix et accroître la dépendance du pays à un seul secteur. À l'inverse, étalée et régulée, elle devient un levier de stabilité à long terme. Le troisième indicateur touche directement la population, les projections d'impact social. Une étude souvent citée avance la création possible de 50 000 emplois directs et près de 100 000 emplois indirects dans un scénario de gouvernance rigoureuse. Ce chiffre n'est pas une promesse automatique, mais une condition. Il implique des chaînes de valeur locales, de la formation technique et une redistribution effective des revenus. Sans ces mécanismes, l'effet sur l'emploi resterait marginal et concentré. Ces données quantitatives sont systématiquement accompagnées d'un contrepoint historique. Des institutions internationales rappellent que, dans de nombreux pays africains, une large part des revenus miniers a été détournée ou captée par des intérêts restreints. Ce rappel agit comme une mise en garde chiffrée implicite. Le potentiel n'a de sens que s'il est comparé aux précédents, souvent décevants. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré s'appuie sur les chiffres sans les ériger en promesses politiques. Son approche consiste à les utiliser comme des balises destinées à cadrer le débat public plutôt qu'à l'enflammer. Les preuves quantitatives ne tranchent donc pas la question. Elles définissent l'espace des choix possibles et rappellent que la décision n'est pas de savoir si la richesse existe, mais comment elle sera transformée en valeur collective mesurable. Deux lectures opposées structurent rapidement le débat, chacune reposant sur des arguments cohérents qu'il serait réducteur d'écarter d'un revers de main. La première position défend une exploitation rapide et largement ouverte aux entreprises internationales. Ses partisans avancent que la vitesse est un avantage compétitif. Capter l'attention des investisseurs, sécuriser des flux financiers immédiats et transformer rapidement le pays en pôle minier régional. Selon eux, cette stratégie permettrait d'attirer des capitaux, de créer des emplois à court terme et de renforcer la crédibilité économique du Burkina Faso sur la scène internationale.
Ce camp s'appuie aussi sur des exemples étrangers où une ouverture maîtrisée a permis de financer des infrastructures, d'augmenter les recettes fiscales et de stabiliser certaines économies fragiles. Il souligne que retarder l'exploitation comporte des risques. Volatilité des marchés, évolution des technologies ou pression géopolitique susceptibles de réduire la valeur stratégique du gisement. Dans cette lecture, l'urgence n'est pas un défaut, mais une condition de succès. La position opposée plaide pour une approche plus lente et souveraine. Ses défenseurs rappellent que la rapidité a souvent servi d'alibi à des contrats déséquilibrés, signés sous pression, et difficiles à renégocier. Ils insistent sur le fait que la richesse brute ne garantit ni développement ni justice sociale. À leurs yeux, la priorité devrait être la création de capacités locales, transformation sur place, formation et contrôle public renforcé. Cette vision met en avant des précédents africains où l'exportation brute a enrichi quelques acteurs sans améliorer durablement les conditions de vie. Les partisans de cette prudence soulignent également les risques politiques. Une exploitation précipitée pourrait exacerber les inégalités régionales, nourrir des tensions sociales et fragiliser la cohésion nationale. Ils voient dans la lenteur non pas une inertie, mais une stratégie de protection à long terme, visant à préserver la souveraineté et la stabilité. La réponse de l'État, portée par Ibrahim Traoré, ne tranche pas immédiatement entre ces deux camps. Elle tente plutôt d'en absorber les éléments solides tout en rejetant leurs excès. L'enjeu n'est pas de choisir entre ouverture et fermeture, mais de définir un cadre où l'efficacité économique ne se fait pas au détriment du contrôle politique et social. Ce positionnement intermédiaire transforme le débat. Il ne s'agit plus de savoir qui a raison, mais quelles conditions rendent chaque option acceptable. Au cœur du débat, un élément change progressivement la lecture de la situation. La découverte ne force pas une trajectoire unique, elle révèle surtout la marge de manœuvre politique dont dispose le pays. Cette prise de conscience marque un basculement. Jusque-là, la discussion opposait vitesse et prudence. Désormais, elle interroge la capacité de l'État à imposer ses propres règles dans un jeu international asymétrique. La révélation médiane tient au choix institutionnel opéré par Ibrahim Traoré. En annonçant la création d'une commission nationale du diamant intégrant des experts techniques, mais aussi des acteurs sociaux et éthiques, il déplace le centre de gravité du dossier. La question n'est plus seulement comment exploiter, mais selon quelle valeur. Cette architecture inédite introduit un temps long, là où beaucoup anticipaient des décisions immédiates. Ce geste modifie aussi la perception extérieure. Les investisseurs comprennent que l'accès au gisement ne sera ni automatique ni rapide. Les partenaires internationaux réalisent que les négociations ne se limiteront pas aux chiffres, mais incluront des critères sociaux et environnementaux. À l'intérieur du pays, cette annonce renforce un sentiment de reprise de contrôle, même chez ceux qui doutent encore de l'efficacité concrète du dispositif. La découverte du diamant cesse alors d'être un simple événement économique pour devenir un test de gouvernance. Elle révèle moins la valeur du sous-sol que la capacité des institutions à résister aux pressions, à arbitrer les intérêts et à maintenir une cohérence nationale. À mi-parcours du récit, le véritable enjeu apparaît clairement. Ce qui est en jeu n'est pas la richesse elle-même, mais la manière dont elle redéfinit le rapport entre pouvoir, responsabilité et avenir collectif. Les effets potentiels de la découverte se déclinent différemment selon les acteurs, et c'est à ce niveau que le débat quitte l'abstraction pour toucher le quotidien. Pour l'État d'abord, l'enjeu est budgétaire et stratégique. Des revenus miniers bien encadrés offriraient une marge de manœuvre nouvelle pour financer la sécurité, les infrastructures et les services à le public. Mais cette perspective s'accompagne d'un risque clair.
une dépendance accrue à une seule ressource pourrait fragiliser l'équilibre macroéconomique si les prix fluctuent ou si la gouvernance faiblit. Pour les entreprises, locales comme étrangères, la situation ouvre un champ d'opportunités conditionnelles. Les sociétés internationales voient dans le gisement un potentiel exceptionnel, mais doivent désormais composer avec des règles plus strictes, des délais plus longs et une exigence de retombées locales. Les entreprises burkinabées, souvent marginalisées dans les grands projets extractifs, espèrent au contraire une intégration plus forte dans les chaînes de valeur, de la logistique à la transformation. La différence entre ces deux trajectoires déterminera qui captera réellement la valeur ajoutée. Du côté des populations locales, notamment dans la région de Sangandi, les conséquences sont à la fois prometteuses et inquiétantes. La perspective de milliers d'emplois nourrit l'espoir d'un désenclavement économique et social. Cependant, l'expérience passée rend ces attentes prudentes. Les communautés craignent les déplacements forcés, la pression foncière et une redistribution inégale des bénéfices. Leur perception dépendra moins des annonces que des mécanismes concrets de consultation, d'indemnisation et d'investissement social. À l'échelle régionale, enfin, la découverte modifie les équilibres. Le Burkina Faso pourrait renforcer sa position en Afrique de l'Ouest, attirer de nouveaux partenariats et peser davantage dans les discussions économiques. Mais cette visibilité accrue s'accompagne de pressions diplomatiques et commerciales. Certains acteurs redoutent que des choix trop souverains n'entraînent des tensions, voire des mesures de rétorsion économique. Dans ce paysage contrasté, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence. Ses décisions influencent simultanément l'État, le marché, les citoyens et les partenaires extérieurs. Chaque pas vers plus de contrôle rassure une partie de la population, tout en suscitant des interrogations chez les investisseurs. À l'inverse, chaque ouverture économique doit être justifiée politiquement pour ne pas entamer la confiance nationale. Les conséquences concrètes ne sont donc ni uniformes ni immédiates. Elles se construisent par accumulation de décisions, de compromis et de signaux envoyés à chaque groupe concerné. La découverte agit comme un amplificateur. Elle rend visibles les choix, accélère leurs effets et oblige chaque acteur à se positionner. À ce stade, le futur reste ouvert, mais il devient impossible de prétendre que cette richesse n'aura pas de coût ni de bénéfice pour l'ensemble de la société. À court terme, plusieurs trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant moins de la taille du gisement que des décisions institutionnelles prises dans l'intervalle. Le premier scénario, souvent qualifié d'optimiste, repose sur une mise en œuvre rapide mais encadrée des nouvelles structures. Dans cette hypothèse, l'État parvient à négocier des accords équilibrés, à imposer des clauses de transformation locale et à sécuriser des recettes publiques visibles. Les signaux envoyés au marché restent positifs, la confiance interne se consolide et le pays commence à convertir l'anticipation en résultats mesurables, sans rupture diplomatique majeure. Un deuxième scénario, plus intermédiaire, envisage une succession de compromis. Les négociations s'allongent. Certaines concessions sont accordées pour maintenir l'intérêt des investisseurs, tandis que d'autres exigences sont maintenues pour préserver la souveraineté. La croissance économique progresse, mais de manière inégale. Les revenus augmentent sans transformer immédiatement les conditions de vie, et les tensions sociales restent contenues mais latentes. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît comme un arbitre permanent, contraint d'ajuster le cap au fil des pressions internes et externes. Le troisième scénario, le plus risqué, correspond à une montée des confrontations, un durcissement excessif du cadre ou une perception d'imprévisibilité
pourrait entraîner un retrait des partenaires étrangers, des tensions commerciales ou des formes de sanctions indirectes. L'isolement progressif pèserait sur l'économie, retardant l'exploitation et limitant les bénéfices attendus. Sur le plan intérieur, ce contexte nourrirait des frustrations, exposant le pays à des divisions politiques accrues malgré un discours de souveraineté renforcé. Ces trois trajectoires partagent un point commun: aucune n'est mécanique. Elles dépendent d'enchaînements précis, de signaux envoyés au bon moment et de la capacité à maintenir une cohérence entre discours et actes. La différence entre un scénario favorable et un scénario dégradé tient souvent à des décisions apparemment mineures, mais prises sous forte pression. Face à ces possibilités, une recommandation de lecture s'impose pour le public: observer les mécanismes plutôt que les annonces. La création d'institutions, la transparence des procédures et la constance des règles seront des indicateurs plus fiables que les promesses de croissance. À 6 ou 12 mois, le véritable verdict ne portera pas sur la quantité de diamants extraits, mais sur la solidité du cadre qui aura été construit autour d'eux. À ce stade, les enjeux deviennent plus proches de l'expérience quotidienne, même pour ceux qui vivent loin des zones minières. Pour une partie de la population urbaine, la découverte alimente l'espoir d'un État plus solvable, capable d'améliorer les services publics, de stabiliser les prix et d'investir dans l'éducation. Mais cet espoir reste conditionnel. Il dépend de la manière dont les recettes seront effectivement redistribuées et rendues visibles dans la vie courante. Dans les zones rurales, le regard est différent. Beaucoup y voient une opportunité de désenclavement, de création d'emplois et d'accès aux infrastructures. En même temps, l'histoire récente a appris à se méfier des promesses venues d'en haut. Les habitants se demandent si leur voix sera réellement entendue, si les compensations seront justes et si les bénéfices ne s'arrêteront pas au centre de décision. Cette tension entre attente et prudence traverse les conversations ordinaires. Pour les jeunes, le débat prend une dimension générationnelle. La possibilité de formation technique, de nouveaux métiers et d'une industrie locale nourrit l'idée qu'un avenir peut se construire sans émigration forcée. Cependant, cette projection reste fragile. Sans politique cohérente et durable, la déception pourrait être à la hauteur des attentes actuelles. La richesse minérale, seule, ne garantit pas un horizon professionnel stable. Dans ce paysage, le rôle d'Ibrahim Traoré est observé à travers un prisme personnel. Beaucoup ne jugent pas seulement ses décisions, mais la cohérence entre son discours sur la dignité nationale et les résultats concrets qui suivront. Pour le spectateur, la question devient presque intime. Faut-il croire à un tournant durable ou se préparer à une répétition des cycles de désillusion? Ce passage invite chacun à une lecture active. Plutôt que d'attendre des effets spectaculaires, il s'agit de prêter attention aux signaux faibles: mécanismes de contrôle, accès à l'information, implication des communautés. Ce sont ces détails, souvent moins médiatisés, qui détermineront si cette découverte change réellement la trajectoire collective ou si elle ne laisse qu'une trace symbolique. À ce stade, la discussion quitte le terrain des intentions pour entrer dans celui des mécanismes concrets. La première étape identifiée par les autorités consiste à installer une autorité minière souveraine clairement mandatée. Sa mission serait de centraliser les décisions, de délivrer les autorisations et de publier régulièrement des données accessibles au public. Cette structure vise à réduire l'opacité, souvent pointée comme la principale faille des politiques extractives passées. La deuxième étape concerne la définition des règles du jeu économique. Il s'agit d'établir des contrats progressifs intégrant des clauses de transformation locale et des obligations de transfert de compétences. L'objectif n'est pas seulement de percevoir des redevances,
mais de créer une chaîne de valeur nationale capable de survivre au-delà du cycle minier. Ce choix implique un calendrier précis avec des indicateurs mesurables plutôt qu'un calendrier politique. La troisième étape touche au capital humain. Des programmes de formation en géologie, ingénierie et gestion des ressources sont envisagés pour préparer une main-d'œuvre locale qualifiée. Cette dimension est centrale, car sans compétences internes, le contrôle reste théorique. L'investissement dans l'éducation devient ainsi un prolongement direct de la politique minière, et non un chantier séparé. La quatrième étape vise la redistribution sociale. Une part identifiée des revenus devrait être affectée à des projets visibles: électrification rurale, infrastructures sanitaires, soutien aux coopératives agricoles. La clarté des flux financiers et leur traçabilité conditionnent la confiance populaire. Sans résultat tangible, même une gouvernance rigoureuse perdrait sa légitimité. Enfin, la cinquième étape relève du pilotage politique. Ibrahim Traoré apparaît ici comme le garant de la cohérence d'ensemble, chargé d'arbitrer entre efficacité économique et exigence de souveraineté. Cette feuille de route ne promet pas un succès automatique, mais elle fournit un cadre vérifiable étape par étape. Elle transforme la découverte en processus plutôt qu'en événement et replace la responsabilité au cœur de chaque décision. À mesure que le débat s'installe dans la durée, une image revient régulièrement dans les récits et les discussions, celle d'un dirigeant revenant sur le lieu même de la découverte, au pied du volcan de Sangandi, loin des salles de négociation. Ce rappel n'est pas anecdotique. Il renvoie à l'idée que la décision politique ne se réduit pas à des tableaux de chiffres, mais s'ancre dans un territoire, une histoire et une population qui portent les conséquences des choix effectués. Ibrahim Traoré est alors perçu moins comme un stratège que comme un dépositaire temporaire d'une attente collective. Ses paroles sur la responsabilité plutôt que sur la fortune trouvent un écho particulier dans un pays habitué aux promesses non tenues. Cette posture nourrit une forme d'identification. Beaucoup voient dans cette retenue un refus conscient de la célébration facile, au profit d'un engagement plus exigeant. Le motif de la terre revient avec insistance. Elle n'est plus seulement un sol à exploiter, mais un témoin silencieux des décisions humaines. Ce glissement symbolique marque une rupture avec les récits classiques de richesse soudaine. Il transforme la découverte du diamant en question morale presque intime sur la manière dont une nation se définit face à l'abondance. À ce stade, le récit boucle sur lui-même. Ce qui avait commencé comme une annonce spectaculaire devient une interrogation durable. Comment rester fidèle à une promesse de dignité lorsque les pressions s'accumulent? La réponse n'est pas encore écrite, mais le simple fait que la question soit posée publiquement constitue déjà un changement profond dans la manière dont le pays se projette dans l'avenir. Au terme de ce parcours, la découverte ne se résume plus à un gisement exceptionnel, mais à un miroir tendu à toute une société. Elle oblige chacun à réfléchir à ce que signifie réellement le développement au-delà des chiffres et des annonces spectaculaires. Dans ce contexte, le débat n'appartient ni aux seuls experts, ni aux seuls décideurs. Il concerne aussi les citoyens appelés à observer, questionner et demander des comptes. La trajectoire qui se dessinera dépendra de la vigilance collective. Les choix opérés aujourd'hui, souvent techniques et discrets, auront des répercussions durables sur la souveraineté économique, la cohésion sociale et la place du pays dans la région. C'est pourquoi l'histoire en cours mérite d'être discutée, partagée et confrontée à des expériences comparables, sans naïveté ni cynisme. Ibrahim Traoré, au centre de cette séquence, incarne une tension familière dans l'histoire politique, celle entre l'espoir projeté sur un individu et la réalité des institutions qui doivent lui survivre.
Le suivre ne signifie pas suspendre l'esprit critique, mais examiner comment ces décisions s'inscrivent dans un cadre plus large, mesurable et transparent. La question finale reste ouverte et c'est peut-être là l'essentiel. Comment transformer une richesse soudaine en valeur durable sans perdre ce qui fonde la dignité collective? La réponse ne viendra pas d'un discours unique, mais d'un échange continu entre pouvoir, société et mémoire. C'est à ce dialogue que ce récit invite en laissant chacun prolonger la réflexion au-delà de cette histoire.